Caroline Guillotin, je suis dans le CHU de Nantes. Je travaille avec l'équipe Hypopara depuis 3 ans à peu près maintenant. On effectue des séances individuelles, des consultations individuelles, ainsi que des séances IETP à distance. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous lors de ces séances. Donc on m'a demandé de présenter la prise en charge nutritionnelle de l'hypoparathyroïdie. C'est vrai que j'avoue que quand je suis arrivée dans le service, je ne connaissais pas du tout la maladie, donc les chiffres sont importants puisque aujourd'hui en France, on a 16 000 personnes en France qui sont atteintes d'hypoparathyroïdie, avec une majorité de femmes, effectivement 70% de femmes et 30% d'hommes. Les sources, bien sûr, hypopara.fr qui ont fait une grande utilité sur la connaissance de la maladie. Donc cette maladie, il y a un déficit hormonal qui va aller vers un souci de calcémie. Et donc, d'où l'intérêt après au niveau diététique d'avoir des conseils. Donc, le défi nutritionnel, ce sera de limiter les symptômes qui sont nombreux, variables en fonction des personnes, donc qui vont de la fatigue, de l'engourdissement, les picotements, les douleurs articulaires et osseuses, la tétanie musculaire, la majoration de l'anxiété et d'autres encore qui peuvent être plus rares. Le deuxième défi, ce sera d'éviter les complications. Et je vous expliquerai comment éviter les complications. Donc, comment l'alimentation peut-elle vous permettre de limiter les symptômes ? Le seul document qui existe aujourd'hui sur les recommandations nutritionnelles, c'est là aussi le protocole national de diagnostic de soins de 2017, qui montre que les apports en calcium doivent être couverts, les besoins en calcium doivent être couverts pour les populations. On voit aussi le détail. Donc en fait, l'idée, ça serait de savoir déjà quels sont les apports, quels sont les besoins, et après, une particularité des situations particulières, hypocalcémie, qu'est-ce que je fais quand je ressens une hypocalcémie. Donc, comment savoir si je mange assez de calcium ? Il y a un test assez simple à faire, c'est sur le groupe de recherche sur l'ostéoporose. Donc, c'est un test de fréquence. Donc, on va rentrer son âge et ensuite on va apporter des fréquences de consommation de produits calciques. Et on aura une idée approximative de ces apports journaliers. Moi, je rajoute à ça, dans ma consultation individuelle, un journal alimentaire plus précis, à mon sens, sur 3 jours, on va avoir une représentation plus précise de vos habitudes alimentaires, puisque, effectivement, on ne mange pas tout le temps la même chose. Et on va aussi parler des jours particuliers, des événements particuliers, des restaurants, etc. L'avantage du journal alimentaire et de l'enquête alimentaire également, c'est qu'on va avoir une évaluation également des apports sur les produits qui ne sont pas d'origine laitière, notamment, ce qui sur le questionnaire du griot n'apparaît pas. Enfin, on va aussi pouvoir avoir un détail de l'évaluation alimentaire sur l'équilibre alimentaire, sur les apports en légumes et en fruits qui sont quand même très importants dans la couverture des besoins en calcium. Donc mes besoins en calcium, alors en généralité on est à peu près sur 1 gramme, 1 milligramme de calcium par jour pour un homme ou une femme adulte. Les besoins seront majorés chez la personne âgée, donc au-dessus de 70 ans, et chez la femme dès qu'il y a présence de la ménopause. Le cas particulier, chez la femme enceinte ou qui allaite, chez la femme jeune, on sera quand même sur des besoins à 1300 mg par jour. Ça, c'est les recommandations aussi de l'ostéoporose encore. Donc en pratique, comment je fais pour couvrir mes besoins ? On a 3 grandes sources de calcium dans l'alimentation. La première, la moitié sont représentées par les produits laitiers qui apportent à peu près 450 à 600 mg par jour de calcium. Ensuite, nous avons les boissons qui apportent à peu près 1/4 des besoins. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'eau du robinet pour 2 litres par jour, on a à peu près 200 mg. Et ensuite, on a les fruits et les légumes qui, pour à peu près 2 à 3 portions de fruits et 2 à 3 portions de légumes, apportent 1/4 des besoins en calcium. Je vous ai noté un peu les sources de calcium, donc plutôt sur les produits laitiers, là, parce que ça reste quand même quelque chose qui en France est plutôt consommé. Donc on a un apport de 150 mg de calcium
par exemple pour 2 petits suisses ou un verre de lait, un petit verre à 125 ml, c'est un verre de cantine, un yaourt, 125 g de fromage blanc ou une crème dessert. Concernant les fromages, on va distinguer les fromages à pâte molle, donc le brie, le camembert, le reblochon, qui pour 30 g apportent 150 mg, et les fromages à pâte cuite, comme ils ont une densité plus importante, ils ont moins d'eau. Pour 15 à 20 g de fromage à pâte cuite, on aura l'équivalent à 150 mg. La panne revient au parmesan, qui pour lui, 30 g de parmesan apporte 300 mg de calcium. Qu'en est-il des autres sources calciques? L'eau du robinet, donc, on en parlait tout à l'heure, apporte pour à peu près 1,5 litre non filtré 150 mg de calcium. L'importance de l'eau filtrée, c'est qu'aujourd'hui on utilise parfois des filtres pour éviter les pesticides, etc. Ça enlève aussi la plupart des minéraux. C'est important de le savoir. Pour les eaux moyennement riches, donc je vous ai mis 3 exemples. San Pellegrino, la Vittel et la Salvetta apportent à peu près pour 750 ml apportent 150 mg de calcium. Et on a les eaux extrêmement riches. J'ai vu des bouteilles déjà de ces eaux-là dans l'assemblée, donc je pense que c'est des eaux que vous connaissez. 300 ml d'eau calcique apportent 150 mg de calcium. Pour les produits végétaux, dessert et laits végétaux, il est très important d'avoir la notion enrichie en calcium, puisque ce ne sont pas des produits naturellement riches en calcium, donc il faut vraiment que ça soit notifié. Ils ne le sont pas tous. Donc pour un verre de boisson végétale, on aura 150 mg de calcium, et pour un yaourt végétal, on aura également 150. Concernant la sardine, donc 100 g, ça représente à peu près 3-4 sardines à l'huile. Là aussi, on aura 150 mg de calcium, à condition de bien manger la reste. C'est pas le cas de détail. Concernant les légumes secs, les végétaux, donc légumes secs le plus riche, c'est les haricots blancs. Ensuite, on a les haricots rouges, mais vous voyez qu'il y a une grande variabilité. Pour les lentilles, on sera à 350 g, donc il faut en consommer quand même beaucoup. C'est important aussi de savoir que les fibres présentes dans ces aliments-là sont bénéfiques, mais ils vont aussi empêcher l'absorption du calcium au niveau intestinal. On estime qu'on a que 70% de cet apport qui est réellement absorbé par le corps. On est sur du cuit, tout à fait. Voilà un petit peu pour les différentes sources de calcium pour apporter nos apports de 1000 mg ou 1200 pour les familles de côté. Que se passe-t-il quand on a une activité, une balade? Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important dans la découverte du métier, tant pour ma part, puisque dans les séances de TP, beaucoup ont signalé le fait qu'il fallait compenser ces moments, même de stress, où effectivement il y avait des tétanies, des muscles qui se raidissent, des fourmillements. Et donc j'ai essayé de faire un petit récapitulatif de ce que vous utilisez, vous, patients, pour éviter ce genre de choses. J'ai un peu appelé ma trousse de secours. La plupart, quand même, apportent leur traitement. Je vous ai mis 2-3 traitements différents qui apportent entre 250 à 500 mg par comprimé. Ensuite, le plus simple, c'est effectivement les eaux calciques qui sont faciles à mettre dans un sac, qui en plus permet une libération du calcium prolongée tout au long de l'activité. Donc on a pour une bouteille de 500 ml à peu près 280 mg de calcium. J'ai essayé de faire des équivalents à peu près identiques pour, par exemple, les amandes. Donc, une poignée d'amandes, 50 g, on est à 230 mg de calcium. On pourrait évoquer, peut-être il y aura des questions là-dessus, mais on est aussi, c'est un aliment qui est riche en oxalate et c'est aussi un aliment fibreux. Donc, l'absorption n'est pas la même et on a une richesse en oxalate qui peut être délétère pour certains patients. Et enfin, les produits laitiers, faciles à emporter, donc en lourde, qui vont apporter sur une gourde type Actimel ou Yop pour une gourde de 120 mg, donc il faudra quand même en emporter 2 pour l'équivalent aux autres éléments. Nous allons parler maintenant de comment éviter les complications. Donc les complications de l'hypocalcémie, c'est vraiment le passage, l'hypoparathyrémie, c'est vraiment le passage du calcium dans les urines. Et donc
pour éviter les calculs, etc., et les classifications. Donc la première des choses, c'est vraiment d'essayer de diluer le plus possible ce calcium qui pourrait passer. Donc il faut boire plus de 2 litres par jour. Ensuite, on a 2 éléments dans l'alimentation qui vont faire que le calcium va fuir plus au niveau urinaire. C'est le fait de manger trop de sel ou le fait de manger trop de protéines. Les recommandations de l'ANSES, c'est d'essayer de couvrir à peu près d'être en dessous des 6 grammes de sel par jour. En sachant que la dernière étude, 1K2, nous montre qu'un homme va consommer à peu près 9 grammes de sel dans son alimentation et une femme à peu près 7 grammes. Là, c'est les chiffres de 2007. Et à ça, il faut rajouter 1 à 2 grammes. Ça veut dire qu'on est plutôt sur des apports de 10 pour l'homme et 8 pour la femme, qu'il faudrait abaisser à 6 grammes par jour. Donc comment essayer de faire, comment réaliser ça? Je vous ai listé ici les aliments les plus salés et essayer de trouver une solution diététique pour y venir. Donc bien sûr, arrêter le sel d'ajout, ça c'est la première des choses. Mais ça veut dire qu'il faut du coup une cuisine maison, c'est une cuisine sans sel. Ensuite, tout ce qui est plat traiteur, pour vous donner un exemple, les salades toutes prêtes avec la vinaigrette, on est à peu près à 2 grammes de sel pour une portion normale. Pour les plats complets, on serait à 3-4 grammes, et alors les choses en conserve, on est à 5 grammes pour un plat classique. Donc c'est essayer au plus possible de cuisiner, et sans sel, ça veut dire qu'il faut aussi utiliser beaucoup d'aromates. Parce que c'est vrai, quand on n'est pas habitué, il faut vraiment aromatiser, mettre de l'ail, des oignons, des échalotes, des épices douces, et vraiment pas hésiter à donner du goût. Concernant les conserves, donc on peut déjà utiliser des choses naturelles, bien sûr, les produits frais, mais également les produits congelés. Les légumes frais, qu'on appelle au naturel, les légumes surgelés au naturel sont sans sel. Le bouillon cube peut être facilement utilisé également, être remplacé par des bouillons cubes sans sel. Ça y est, on a une marque qui le fait, qui s'appelle Jardin Bioéthique. Voilà, donc n'hésitez pas, ils font également des conserves de tomates notamment. Ça permet de faciliter les choses. Ou alors on fait ces bouillons maison et on les met dans des bacs à glaçons qu'on va congeler ensuite pour les réutiliser plus tard. Les sauces industrielles, pareil, on vous invite à les faire maison et à les congeler pour les avoir en avance. Le pain, les paneteries, ce qu'on appelle les paneteries, les viennoiseries, les pains de mie, les biscottes, on ne va pas forcément utiliser du sans sel, mais par contre on va en limiter la consommation. On va la modérer, puisque c'est un sucre lent, on peut en avoir à chaque repas, mais en quantité modérée. Concernant les fromages, on essaie d'être sur une portion par jour. Là aussi, moi je réadapte en fonction des gens, de ce qu'ils mangent comme pain aussi, de ce qu'ils ont d'autres comme source de sel. Mais en général, une portion par jour, ça permet de garder du plaisir et d'avoir quand même un apport modéré en sel. Concernant les coquillages et crustacés, on essaie d'être sur une fréquence d'une fois tous les 15 jours. C'est un peu plus difficile sur l'ouest d'y être, mais là aussi on fait un ménage. Et là je me rends compte que je n'ai pas parlé du beurre de micelle, mais là aussi sur le beurre de micelle, c'est des cristaux de sel, déjà. Donc il y a des réactions sur le beurre de micelle. Donc moi j'ai déjà fait le beurre de micelle, mais on va essayer de limiter au petit déjeuner, c'est là je pense en tout cas où il est plus difficile à supprimer. Concernant les charcuteries, là aussi on va être sur une limitation à une fois par semaine et on va essayer d'être plutôt sur des produits frais. Là aussi, souvent je dis éviter d'utiliser du jambon pour faire vos sandwichs. Peut-être avoir l'idée de cuisiner des viandes fraîches avant, de les cuire, de les mettre sous vide ou sous congelé pour les avoir après de façon facile pour le sandwich de midi. Et ensuite, les produits de salaison, donc là aussi, seront remplacés par des produits frais plutôt, le saumon frais plutôt que le saumon fumé, puisque lui ne l'est pas. Enfin, les eaux gazeuses. Donc les eaux gazeuses salées seront remplacées par des eaux gazeuses sans sel. Donc on a, j'ai cité 3 marques, on en a d'autres, mais la Saletta, la San Pellegrino et le Perrier sont des eaux gazeuses sans sel. Et puis on a aussi une machine maintenant qui fait ça très bien, le SodaStream, j'ai pas d'action jamais, mais qui peut aussi faire des eaux gazeuses. Voilà un petit peu comment essayer d'aménager et de réduire ces 3-4 grammes de sel pour essayer d'être à 6 grammes de sel par jour et éviter la fuite du calcium dans les urines.
Concernant les protéines, donc les principales sources de protéines, c'est la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers bien évidemment dont on ne pourra pas se passer, les légumineuses, et je dirais les céréales en général, le soja et les graines. Les recommandations de l'ANSES sont à peu près de 0,8 g par kilo et par jour. Ça ne vous dit certainement rien, c'est pour ça que je vous ai donné un tableau ensuite qui va retracer deux modèles, on va dire, hein, une femme de 67 kg et un homme de 81 kg. J'ai pris les moyennes de poids des dernières études. Donc pour une femme, ça représente à peu près 54 grammes de protéines par jour et pour un homme, 65. Donc là, on a les 3 produits laitiers obligatoires. J'ai mis 15 grammes, on pourrait être à 20 si on a une portion de fromage. Les féculents, donc à peu près 150 grammes pour une femme et 200 grammes pour un homme, donc entre 10 et 15. Le pain, à peu près 100 grammes pour une femme et 150 pour un homme. Donc 100 grammes, c'est une demi-baguette, 150, c'est 3/4 de baguette. Donc on sera à 5 grammes et à 8 grammes pour l'homme. Ce qui va nous rester du coup 25 grammes de protéines pour la femme et 38 grammes pour l'homme. 25 grammes de protéines, on sera à peu près à 100 à 130 grammes de viande par jour. Ça veut dire que globalement, il faudra se limiter à une portion de viande, poisson ou œuf par jour. Quand on dit des œufs, c'est de... Voilà, combien la quantité? Pour 100 grammes, c'est 2 œufs. 100 grammes de... Ouais. Et donc pour les 38 grammes pour l'homme, on sera sur 150 à 190 grammes, donc on va dire à peu près 2 petites portions, ou une belle portion le midi et le soir une demi-portion pour l'homme, en moyenne. Donc ça reste quand même relativement envisageable, en tout cas il faut modérer ces portions, mais effectivement on sera quand même sur des repas totalement équilibrés, hein, sans déficit bien entendu. Pour conclure, bien sûr, la diététique va être importante puisqu'elle nous permet d'éviter les symptômes en essayant d'avoir un apport calcique continu sur la journée. Deuxièmement, elle nous évite aussi des complications en évitant de manger trop salé et trop riche en protéines. Mais elle doit aussi rester raisonnable. C'est vraiment important de garder le plaisir, donc trouver des astuces pour avoir toujours le plaisir de s'alimenter. Et on doit aussi respecter, je pense, de façon très importante, le jour off, hein, le jour où on lâche un peu prise, où effectivement on va aller au restaurant, on va faire avec des amis, et on va rester sur une alimentation plaisir. Donc c'est très important. Je vous remercie pour votre réponse. Parce que quand on est en pause, quand on est sportif, même si c'est le cas, mais on voyage un jour, les recommandations sont bien plus importantes que celles-ci. Comment on concilie du coup les recommandations pour limiter les fuites de calcium et en même temps l'objectif de maintien musculaire de meilleure qualité, je dirais. Effectivement, là, quand on parle des 0,8 g de protéines par kilo, on entend avec un catabolisme habituel des muscles. Donc, effectivement, quand on a des situations où on est très actif, le catabolisme est plus important, donc les besoins sont plus importants. Donc, en fait, on essaiera d'être sur 1, voire 1,2 pour les grands sportifs. Et dans ces cas-là, les protéines sont utilisées par le corps et du coup, ne vont pas engendrer de fuite de calcium dans les urines. Je voulais préciser aussi un point, parce que donc ça effectivement c'est des consignes effectivement importantes en général, mais ça dépend aussi de votre situation spécifique et du risque. C'est-à-dire que les gens qui ont des calculs rénaux, forcément la calciurie, on va vouloir le plus basse possible, on va être un petit peu très exigeant là-dessus, mais si vous avez une calciurie élevée mais vous n'avez jamais fait de calculs rénaux, c'est que vous avez de la chance et ce que vous faites c'est bien, entre guillemets. Donc voilà, il faut corréler ça aussi à la situation, et comme disait Caroline, c'est important aussi de vivre, parce que l'important comme c'est de maintenir une bonne qualité de vie, et quand on prend toutes les consignes, ça en fait quand même un sacré paquet, avec une année qui est déjà évidente, et donc il faut essayer d'adapter avec votre risque à vous. Est-ce que votre risque c'est quoi? C'est les hypocalcémies sévères? Est-ce que votre risque c'est les calculs rénaux? Est-ce que vous avez une insuffisance rénale? Et là, adapter vraiment les consignes pour avoir une qualité de vie comme le plaisir reste important. Le travail du coup en équipe de médecine primaire, vous savez ça aussi, hein, c'est bien sûr d'alléger aussi les possibilités à vous de réaliser les choses, mais Lucie va nous indiquer son plan, on doit prioriser nos conseils aussi pour que ça soit ajusté aux patients et à son individualité.